bien, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Mercredis de l'Espoir. Aujourd'hui consacré, donc aujourd'hui mercredi 7 avril, au Tao spirituel, donc autour du Tao spirituel, c'est-à-dire de la spiritualité promue par une perspective, la 6e République. Donc le deuxième épisode de cette série, qu'est-ce que le Tao, justement? De quoi parle-t-on quand on parle du Tao? Puisque c'est pas forcément, c'est loin d'être évident pour tout le monde, évidemment. Alors le Tao avec le symbole qui est le cercle vide. Avant de rentrer dans le vif de ce sujet, je voudrais vous signaler donc que la consultation sur le plan d'urgence se poursuit, hein, donc c'est là pour un certain temps. Donc il y a le questionnaire sur le site, c'est facile de le consulter, il y a les liens sur la page Facebook ou sur le site, vous allez directement sur le site impcr.org et vous trouverez un lien pour participer à cette consultation. Autre élément important, évidemment, nous avons parlé de la tournée que ferait une perspective de la 6e République avec votre serviteur présent au travers de manifestations sur les marchés près des universités ou des rencontres plus directes. Bien évidemment, avec cette histoire de nouveau confinement, bah, c'est suspendu et ça reprendra début mai, normalement. On verra. Alors, autre élément important, très important, je dirais, donc le manifeste émergence, donc manifeste fondateur, hein, que je vous engage vraiment à commander et à lire. Donc qui est en plusieurs volets. Donc le premier volet, les deux premiers volets, émergence et émergence idéologique, sont déjà sortis depuis un certain temps. Eh bien, le nouveau volet, émergence spirituelle, disponible sur le site, est désormais disponible également en version papier. Vous voyez, c'est un format plus grand, hein, mais ça reste un livret tout à fait qui reste, alors combien y a-t-il de pages? Il y a une trentaine de pages. Donc c'est quelque chose qui reste très facile à lire et le plus accessible possible, hein, bon. Sachant que bon, on peut rentrer dans les détails. Je vous engage vraiment à lire, à regarder la 4e de couverture en premier sur ce manifeste, puisqu'il explique en fait beaucoup de choses et des choses qui peuvent être à la lecture, peuvent sembler difficiles, en fait s'expliquent très facilement quand on a regardé ce petit schéma, surtout qui est en 4e de couverture. Voilà. Donc commandez-le, diffusez-le autour de vous. Si vous voulez échapper à la barbarie, que nous échappions à la barbarie, j'aurai l'occasion d'en parler vendredi prochain. Il y a vraiment plus qu'urgence à cela. Eh bien, commandez-le, notamment en envoyant un règlement et une commande de un ou plusieurs exemplaires, évidemment. L'idée, c'est d'en diffuser autour de vous. Bah, à cette adresse qui s'affiche là. Vous avez tous les détails sur le site internet. Donc ça, c'est l'adresse internet où on peut retrouver ces 3 manifestes et les tarifs pour les avoir, sachant que c'est prix coûtant avec port inclus dans le prix pour l'envoi. Il n'y a aucune idée de faire de l'argent avec ça, bien évidemment. Alors, l'aphorisme d'aujourd'hui, complètement en rapport avec le thème du jour, donc c'est le Tao Te Ching numéro 25 de Lao Tzu. Je vais donc citer cette maxime, cet aphorisme. Il y avait quelque chose de sans forme et de parfait, avant que l'univers ne fût né. À défaut d'un meilleur nom, je l'appelle le Tao. Voilà. Donc il y a quelque chose, moi je préfère dire en amont plutôt qu'avant, hein, d'avant l'univers, eh bien c'est ce que
Lao Tse appelle le Tao, à défaut de trouver un autre mot qu'on traduit généralement par la voix en français. Donc c'est pas une divinité du tout, le Tao. Hein. Moi je pense que c'est plus un principe. Hein. Mais bon, nous allons y revenir justement durant cette émission. Mais c'est pas une divinité, c'est pas Dieu. Le Tao, c'est pas du tout quelque chose de divin. Hein. C'est quelque chose de sans forme et de parfait, avant que l'univers ne fût né, donc en amont de l'univers. Puisque l'univers, quand il se crée, nous le savons désormais, non seulement l'espace se crée, mais le temps se crée en même temps. Donc, dire quelque chose qui est avant l'univers, bon, à l'époque de Lao Tse, évidemment, il n'avait pas nos connaissances, il ne pouvait pas dire autre chose, je dirais. Mais c'est plutôt en amont plutôt que avant. Avant, ça n'a pas juste pas de sens. Parce que le temps est créé en même temps que l'univers. Donc, autour du Tao spirituel, qu'est-ce que le Tao, hein, au sens usuel du terme. C'est-à-dire là, on ne va pas parler du Tao spirituel en tant que tel, mais du Tao tel qu'il a été défini justement par Lao Tse et tous les gens qui ont participé de ce mouvement de pensée. Donc à l'agenda ce soir, donc on va déjà rappeler ce qu'on a dit l'autre fois, lors de l'épisode 1, début mars. Hein. On va déjà faire un petit rafraîchissement à ce sujet-là. Puis on va faire un petit historique de ce que c'est que le Tao, historiquement, comment est-ce que c'est, d'où ça vient, et comment est-ce que ça s'est apparu, et comment est-ce que ça a évolué au cours de l'histoire. Puis nous allons essayer de poser, autant que faire se peut, dans une si petite émission, et les principes philosophiques principaux hein, qui forment le Tao et ce qu'on appelle le taoïsme. Alors, déjà commençons par quelques rappels. Rappel par rapport justement à cette émission du 3 mars, où on introduisait justement des notions, le Tao spirituel en lui-même, pourquoi cette démarche, etc. Donc, et également les notions d'entropie et de négantropie qui sont tout à fait essentielles pour le Tao spirituel. Hein, c'est la 4e de couverture dont je parlais tout à l'heure. Donc quelques rappels, déjà première chose, la barbarie, c'est l'exact opposé de ce qu'est une civilisation. Hein. C'est-à-dire que nous avons un instrument pour le mesurer, qui sont les besoins du corps et de l'âme, établis notamment par Simone Weil, et donc que nous avons revisité et je dirais un petit peu amélioré, je ne trouve pas d'autre mot, c'est certainement pas le bon mot, mais disons mis au goût du jour, disons ça, hein, pour être opérationnel dans une constitution. Mais voilà, plus on se rapproche de ces principes posés par Simone Weil, plus la société dans laquelle évolue est civilisée, plus on en est éloigné, plus la société dans laquelle on évolue est barbare. Donc on a vraiment un instrument de mesure tout à fait intéressant pour cela. Et donc, si civilisation c'est l'opposé de barbarie, il faut bien se rendre compte aussi qu'à chaque civilisation, à la base de chaque civilisation, il y a une spiritualité. Il n'y a pas d'exemple de civilisation qui se soit créée sans spiritualité. Et donc, actuellement, nous voyons bien qu'il y a une perte surtout dans nos sociétés occidentales, judéo-chrétiennes, comme on dit, ou gréco-chrétiennes, comme diraient d'autres. Nous voyons bien que nous avons une perte de spiritualité qui est importante. C'est aussi une des raisons qui explique que ce ciment créé par une façon de penser commune, se délite, et c'est aussi ce qui participe de la déliquescence de la spiritualité et de la civilisation. Donc, si on veut qu'il y ait un rebond civilisationnel, on ne peut pas faire l'économie d'une spiritualité. Et donc, c'est toute la démarche, toute l'idée derrière cette démarche d'une perspective de la 6e République, qui n'est pas simplement une démarche politique, mais qui est aussi, se veut, une démarche spirituelle, au moins d'initier cette démarche spirituelle dans un courant ce que j'appelle les nouvelles lumières. Donc, cette spiritualité a été ignorée, c'est une dimension qui a été ignorée, voire niée, voire combattue par les matérialismes, aussi bien les matérialismes libéraux
que les matérialistes comme le marxisme ou d'autres matérialismes comme les anarchistes, etc. Alors ça c'est une première chose qui est très importante et donc de laquelle il faudra sortir si on veut faire échapper à la barbarie et si on veut vraiment qu'une civilisation, notre civilisation, se mute et rebondisse vers autre chose. Sinon, nous disparaîtrons tout simplement en tant que tels. Si nous ne réussissons pas à faire cette transformation, eh bien, nous irons vers une barbarie qui n'annonce, comme son nom l'indique, rien de bon. Une spiritualité se doit de couvrir, évidemment, de multitudes de champs. Il y a le soin, il y a une explication de l'univers, il y a le bien et le mal, la mort et la vie, la question de l'éternité, la question du sacrifice, etc. Il y a plein de dimensions, une multitude de champs que doit adresser une spiritualité. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. Et donc, l'idée aussi, c'est d'énoncer, si on crée, on essaye de lancer une spiritualité, c'est que celle-ci soit solide et qu'elle soit pas fragile, justement, telle que les spiritualités antérieures. Par exemple, si on prend le christianisme ou l'islam, il se base sur Adam et Ève, par exemple. Bon, Adam et Ève, on sait bien que ça n'a pas existé, puisqu'il y a eu les dinosaures, il y a eu plein d'extinctions, plein de nouvelles espèces, etc. On sait bien que tout ça, ce sont des contes pour enfants. Donc, il faut que ça soit une spiritualité qui soit résistante, justement, aux nouvelles connaissances. Parce que si elle n'est pas résistante aux nouvelles connaissances, sa crédibilité est très faible. C'est une des raisons pour lesquelles les spiritualités actuelles, les monothéismes, sont en perte de vitesse ou se tournent justement vers les choses les plus intégristes et les plus rétrogrades, pour ne pas se poser de questions, en définitive. Et puis, il faut que ça soit quelque chose d'actualisé. C'est un peu ce que je disais. Voilà, actualisé, c'est peut-être le mot que je cherchais tout à l'heure par rapport aux besoins du corps et de l'âme de Simone Weil. Actualisé, et également enraciné, si c'est possible. C'est-à-dire quelque chose qui nous vienne de la nuit des temps, parce que c'est important que si ça vient de la nuit des temps, c'est que ça a une grande chance d'être très pertinent. Parce que si c'est quelque chose d'entièrement nouveau, il ne faut pas essayer de réinventer tout le temps toutes les choses. Bien souvent, les choses fortes, les choses justes, elles traversent les temps, justement. C'est un peu l'histoire des proverbes ou des choses comme ça, qui sont justement des éléments qui, leur pertinence, elle vient du fait qu'elles ont traversé les temps. Si elles ont traversé les temps, c'est que ça s'est perpétué de génération en génération et que les générations, les unes après les autres, ont constaté qu'elles étaient vraies. Celles qui étaient fausses, bien, elles sont tombées en désuétude, elles n'ont pas ressurgi. Donc, être enraciné, c'est aussi ça. Donc, avoir une profondeur immémorielle, c'est très, enfin, mémorielle, mais justement, qui traverse les âges, eh bien, c'est très important. Donc ça, c'est un critère de qualité, de pertinence. Alors, le Tao, ça c'est le symbole chinois, le diagramme. Donc on est à un niveau qu'on appelle la métaphysique. Donc on est au-delà de la physique, c'est-à-dire au-delà de ce qu'on constate dans des lois de la physique, de Newton, d'Einstein et de tous les scientifiques. On est à un niveau supérieur par à ça, structurel par rapport à ça. Donc ça se doit de donner une explication de l'univers. Et le Tao donne une explication de l'univers, enfin, une façon de le voir, une certaine explication de l'univers, justement. Et dans notre univers, nous constatons deux phénomènes fondamentaux très importants. C'est l'entropie qui augmente sans cesse, qui croît en permanence. Et qu'est-ce que c'est que l'entropie? C'est le vide, c'est le désordre, c'est l'étalement. Et ça, c'était démontré, ça fait partie des lois de la thermodynamique, c'est quelque chose qui est prouvé scientifiquement. Alors, visiblement, ça a l'air de couper. Je ne sais pas ce qui se passe. Pourtant, ici, ça a l'air de fonctionner. Je ne sais pas si... J'ai une information comme quoi ça a l'air d'être coupé. Ah, est-ce que ça reprend?
Non, ça a l'air de reprendre. Alors, je continue. Donc, la croissance de l'entropie, c'est une des lois de la thermodynamique. Une autre constatation, c'est la négantropie. C'est-à-dire que s'il n'y avait que de la croissance de l'entropie, eh bien, nous ne serions pas là pour en parler. Il y a forcément un phénomène inverse, qui est un phénomène de structuration, qui est de décroissance locale et temporaire de l'entropie. Eh bien, c'est ce qui permet l'émergence des planètes, c'est ce qui permet l'émergence des étoiles, de la Terre et de la vie sur la Terre, et parmi la vie, des êtres humains comme vous et moi. Ça, c'est ce qu'on appelle la négantropie, la structuration. C'est ce que d'autres ont appelé le qi, donc dans la tradition, je dirais, justement chinoise, ou l'énergie vitale, etc., etc. Donc ça, ce sont des éléments qu'on avait posés l'autre semaine, et donc que je vous suggère de revoir pour avoir une explication de ça, parce que ça, c'est un principe tout à fait fondamental, et qui sont en accord, justement, avec nos connaissances scientifiques. Alors, qu'est-ce que le Tao? Donc voilà, après ces rappels, essayons de rentrer d'abord dans qu'est-ce que le Tao, et tout d'abord par un historique, en voyant ses origines. Et à ses origines, eh bien, justement, elle se perd dans la nuit des temps, puisque les auteurs, même anciens, se réfèrent à des penseurs, à des pensées qui viennent de gens antérieurs à eux. Hein. Ça, c'est assez important de le noter. Donc ça se perd réellement dans la nuit des temps. Alors, quels sont les ouvrages principaux qui sont à la base de ça? Alors là, j'ai tout perdu. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est encore pire. Excusez-moi, là je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression qu'on est en train de perdre complètement la diffusion. Je vérifie cela. Je pense qu'on a une grosse interruption là. Voilà. Voilà. Alors, la vidéo est en direct. Bon, visiblement, ça a l'air de fonctionner malgré tout. Voilà. Ça a l'air de fonctionner malgré tout. Bon, j'ai essayé une solution qui, normalement, est plus fiable. Je ne suis pas sûr qu'elle soit beaucoup plus fiable. Bon, bref. Alors, je reprends, hein, quels sont les ouvrages principaux qui fondent le Tao et le taoïsme? Bien, nous avons le Tao Te Ching, dont nous donnons des citations régulièrement. Donc, bon, voilà, Lao Tzu, hein, voilà, enfin, après, on n'a pas de représentation d'époque de Lao Tzu, donc voilà, hein, c'est toujours un petit peu stylisé et interprété. Hein. Et puis nous avons également les œuvres de Maître Chuang, de Chuang Tzu, hein, qui est un autre maître, et tout ça à une époque autour de 600 avant Jésus-Christ. Hein, voilà. De moins 600 avant Jésus-Christ. Hein, enfin, de 600 avant Jésus-Christ. Donc de moins 600, selon notre ère. Alors, donc c'est d'abord une philosophie, puisque le Tao Te Ching, c'est un ensemble d'aphorismes, un ensemble de maximes, de prescriptions, dans laquelle on va trouver par exemple une définition, entre guillemets, j'ai vraiment beaucoup de guillemets sur ce niveau de définition de ce qu'est le Tao, justement. Et puis d'autres principes que nous allons essayer de voir, même si ça serait trop long de les détailler vraiment complètement ici. On verra que je vous renverrai à d'autres. Il y a plein d'autres ouvrages là-dessus, et il y a les ouvrages de référence que rien ne remplace de toute façon. Donc il y a un autre principe, c'est le laisser-faire, le non-agir, qui est un principe très important, et du Tao, qu'on nomme le Yuehue ou Yuehue en chinois. Enfin, vous excuserez ma prononciation. Un autre chose importante, principe important, c'est le principe de symbiose-opposition. Vous connaissez ce signe du yin et du yang, là, hein, la complémentarité du blanc et du noir. Là, alors j'ai pas mis le signe, mais bon, je
pense que vous le connaissez tous. Il y a aussi le fait d'être le plus en accord possible avec la nature et avec notre nature. Ça, c'est un principe également très important. Et puis, ce yin et ce yang, et cet accord avec la nature, c'est issu justement de cette énergie vitale, de ce que j'appelais précédemment la négantropie, qui est, et le yin et le yang, est la division en définitive de ce principe vital. Donc, voilà un petit peu les principaux concepts philosophiques. Donc, tout ça forme un corpus en fait, de principes philosophiques qui, il faut bien le savoir, est en premier lieu destiné aux maîtres taoïstes, hein, qui sont dans cette philosophie, qu'on pourrait comparer à des consultants aujourd'hui. Hein. Si on voyait les consultants en management ou les consultants pour les gouvernements, des choses comme ça, on pourrait voir un peu les maîtres comme Confucius ou comme donc qui est un autre courant de pensée chinois, hein, ou les maîtres taoïstes comme des consultants de l'époque pour les dirigeants. Et donc c'est aussi des conseils, c'est un manuel en fait de conseils aussi destiné aux dirigeants. Donc c'est vraiment orienté quand même vers les maîtres, vers les dirigeants à la base. Hein. C'est quand même ça. Et autre principe important, c'est que c'est une philosophie qui est plutôt opposée, qui est même complètement opposée aux religions. Hein. Puisque dans il y a donc le Tao Te Ching, c'est un suite d'ensemble d'aphorismes qui sont numérotés, donc il y en a 80 je crois, donc on va donner les numéros, hein, donc il y a le numéro 57 et le numéro 72 notamment, qui montrent très clairement une opposition à une option religieuse, si vous voulez. Donc c'est assez intéressant quand même, c'est important à noter, puisque, comme je dis, c'est d'abord une philosophie. Et puis, donc, dans les œuvres de Maître Chuang, donc là, c'est un petit peu différent. Là, c'est un ensemble de courtes histoires. Alors, il y en a vraiment des courtes, bon, donc un petit peu plus longues. Hein, c'est comme un recueil de nouvelles, si vous voulez, qui sont très intéressantes parce qu'elles illustrent justement comment mettre en œuvre ces principes philosophiques. Donc Lao Tse est mis en scène, Confucius est mis en scène, puisqu'ils étaient de la même époque. La légende dit qu'ils se seraient même rencontrés, Lao Tse et Confucius. Et donc il y a un certain nombre de développements également de certains concepts. Et notamment, on a un certain éloge de ce qu'on appelle généralement un communisme primitif. Ils n'utilisent évidemment pas ce terme-là, hein, mais c'est un petit peu quand les marxistes parlent de communisme primitif, justement de revenir à la nature, de revenir au laisser-faire, au laisser-vivre, quelque part presque avant le néolithique. Hein. Voilà, on est dans ces époques, on n'est pas si éloigné, enfin, on est 600 ans, donc on est éloigné du début du néolithique, mais quelque part, quand on parle de sages multimillénaires, on a l'impression que ça nous vient quasiment de ces époques-là, quand même. Donc c'est assez profond. Bon, après, c'est difficile de l'extrapoler, bien sûr. Il y a aussi des développements sur l'opposition entre le naturel et l'artificiel, et notamment une dimension très antitechnique. Qui montre en fait qu'avec les techniques, et alors c'est ô combien d'actualité aujourd'hui, notamment avec le transhumanisme, que les techniques en fait pervertissent l'homme. Bon, ça c'est la philosophie exprimée dans les œuvres de Maître Chuang. Il y a aussi alors, des choses qui peuvent paraître bizarres, mais en fait de se comporter comme un saint, la bonté, un peu comme la religion, on tombe dans c'est quelque part, c'est aussi, c'est pas valorisé. Enfin, comment dire, c'est pas que c'est pas valorisé, mais quand on tombe dans la bonté, dans la charité ou dans ce genre de choses, c'est que c'est pas sain. On n'est pas dans une bonne démarche. Si on a besoin d'exercer la bonté, c'est que la société n'est pas saine, c'est que la société n'est pas équilibrée. Vous voyez ? Si on a besoin de pratiquer la charité, c'est que la société, il y a des déséquilibres énormes, il fait qu'il y a des gens qui sont dans la misère. Donc on n'est pas en accord avec le Tao. Vous
Vous voyez le principe. Et si on a besoin de saints, s'il y a des saints, c'est que ces saints, eh bien, ils s'opposent à un chaos social par ailleurs. Donc, voilà et puis bon, après je vous invite à lire, hein, c'est vraiment mieux exprimé que je ne puis le faire en une vidéo comme ça, hein, évidemment. Il y a aussi un ensemble de hiérarchies de valeurs qui sont posées, et puis on explique notamment les niveaux de modèles, hein, tels que j'ai pu le développer dans différentes émissions précédentes. Et on pose clairement le Tao comme étant un modèle, hein, donc, un modèle métaphysique. Donc on n'est pas du tout dans une approche divine, hein. Le Tao, c'est pas Dieu, hein, c'est pas du tout Dieu, c'est un modèle, c'est un principe, hein, qui est, comme le disait tout à l'heure Lao Tzu, était avant même l'univers. Hein. Alors, si maintenant on continue l'historique, ça c'était, on a posé les principes philosophiques. Il faut voir que ces principes philosophiques ont donné naissance à une et des spiritualités et des religions, hein, ce qu'on a appelé le taoïsme, justement. Il y a eu plein de mouvements en fait taoïstes qui se sont créés s'appuyant sur ces principes philosophiques, au moins au départ. Et donc, il y a eu donc une multitude, hein, donc, qui étaient au départ des mouvements d'opposition à l'époque de la dynastie des Han. Donc, il y a notamment la voie de la grande paix, la voie des maîtres célestes, qui pratiquaient des promesses de guérison, des promesses d'accès à une sorte de paradis. On voit déjà que, enfin, sans que vous connaissiez déjà très bien forcément le Tao, on voit déjà que dans le Tao, on ne parle jamais de guérison, d'accès à un paradis ou de choses comme ça. Hein. On a déjà un écart très important dès l'origine. Dès que ça devient une spiritualité, en fait, ça devient une religion, des religions en définitive, très rapidement. Et on s'écarte vraiment des principes philosophiques dès le départ. À tel point que même que Lao Tzu devient une divinité en l'an 142. Vous voyez, il est mis comme si c'était un dieu, et parmi d'autres, hein, c'est-à-dire qu'on crée plein de divinités autour de ça. Donc, alors que Lao Tzu était un homme comme vous et moi, donc on en a fait un dieu, hein, à l'image un peu de Jésus-Christ quelque part. Et des divinités qui sont les reflets des fonctions occupées par les bureaucrates impériaux. On voit déjà la connexion entre la religion, entre le spirituel et le temporel et le politique. Hein. Il faut bien... Et ça, c'est assez intéressant malgré tout, puisque c'est pour ça que je fais une petite digression à ce sujet-là, parce que le fait de dire le spirituel et le politique est la démarche initiale d'une perspective de la 6ème République, on voit bien qu'en fait, ça va souvent de concert malgré tout. Et il est pas anodin, justement, d'essayer de proposer quelque chose, au moins initialement. L'idée, c'est d'initier. Hein. Moi, je ne suis pas là pour faire l'oméga. On fait plutôt l'alpha d'un rebond civilisationnel. Eh bien, donner des briques en disant, mais ces briques-là, elles doivent pouvoir s'imbriquer et travailler entre elles de façon harmonieuse. Et on voit bien que dans l'histoire, c'est comme ça que ça se produit, c'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est pas pour rien s'ils ont fait, même à l'époque où ils étaient dans des mouvements d'opposition, ces religions qui se créaient étaient des reflets justement des fonctions occupées par les bureaucrates impériaux. C'était pas pour rien. Hein. On voyait bien qu'ils cherchaient à justement se faire adopter, entre guillemets, et pour qu'il y ait une synergie entre le domaine politique et le domaine spirituel. On retrouve ça dans l'Égypte ancienne, on trouve ça de tout temps, hein, évidemment. S'ajoute également dans ces religions, hein, parce que moi je crois qu'on peut vraiment très clairement parler de religion, d'incorporation de démons. Hein. Alors, par rapport à, vous allez lire le Tao Te Ching, hein, c'est un tout petit bouquin aussi, hein, c'est des tout petits bouquins tout ça. Hein. Bon, c'est assez facile à lire, il n'y a pas de langage ésotérique ni rien du tout. Enfin, des démons, des choses comme ça, des divinités, mais ça n'a juste rien à voir avec ce qu'il y a dans le Tao Te Ching. Enfin, c'est juste rien à voir. Donc, on voit bien qu'il y a un écart gigantesque, quasiment dès le départ, entre justement les spiritualités, les taoïsmes et
le Tao tel qu'il a été défini philosophiquement. Alors après, si on poursuit l'histoire, il y a eu disparition de la voie des maîtres célestes, qui était un des mouvements taoïstes vers 215, après des batailles, une invasion par un général, etc. Bon. Après, il y a aussi les Mongols qui ont envahi, enfin bon, c'est toute une... Je ne vais pas faire toute l'histoire, on va aller assez vite d'ailleurs. Hein. Mais paradoxalement, cette disparition a fait qu'il y a eu une diffusion dans le reste de la Chine, qui n'était pas forcément constituée dans les différentes régions du sud, du nord, etc. Et donc, en fait, ça a diffusé, plutôt que de renforcer, de faire disparaître, ça a plutôt diffusé la pensée taoïste. Et puis, il y a eu notamment le mouvement de la Grande Clarté vers 300, qui a eu, lui, des tendances à l'alchimie. Des tendances à l'alchimie qui allaient même pour viser une genre de vie éternelle, de transcendance. En fait, ils sont arrivés à empoisonner des gens et à faire mourir des gens avant l'heure, quoi. Donc, ça a été pas forcément une grande réussite, hein. Donc ça, c'était le mouvement de la Grande Clarté. Après, on a eu des mouvements comme celui de la haute pureté ou du joyau magique, où là, on a des emprunts à différentes spiritualités, dont le bouddhisme. Donc là, on voit bien encore une nouvelle fois qu'on s'écarte complètement des principes philosophiques initiaux et qu'on est vraiment dans de la religion, quoi, hein, dans des courants religieux distincts, etc. Et c'est un petit peu le problème des religions, il y a toujours hein, alors c'est encore interrompu, visiblement c'est de nouveau interrompu, alors qu'est-ce qui se passe? Ah, ça a l'air de repartir, c'est de nouveau en attente, excusez-moi, franchement, j'essaie pourtant de faire... Ah, ça y est, ça remarche visiblement. Excusez-moi. Donc tous ces mouvements, en définitive, en fait, c'est ce qu'on s'aperçoit avec les croyances, c'est que comme elles n'ont pas de fondement solide derrière, eh bien, chacun peut recréer sa chapelle, et on constate ça dans toutes les religions. Dans les religions chrétiennes, mais dans les religions islamiques, c'est la même chose. Il y a quasiment autant de chapelles que de croyants, presque, on pourrait dire. Il y a une infinité de chapelles. Et là c'était la même chose. Hein. À partir du moment où on sort un petit peu d'une certaine factualité, réalité, rationalité, forcément, on ouvre la porte à tout un tas de schismes c'est sans fin, quoi. Et donc là, et donc on a une introduction de plein de rituels, de prêtres, de talismans, de confessions, de pratiques de guérison, de pratiques d'exorcisme. Bon, mais enfin, je répète, ça n'a vraiment rien à voir, mais rien à voir avec ça, quoi. Donc, ça s'appelle le taoïsme, tout ça s'appelle le taoïsme, mais vraiment, ça pourrait s'appeler vraiment complètement autre chose. Hein. Je ne vais pas dire que c'est du n'importe quoi, mais c'est quand même, on est quand même très éloigné, quoi, peut-être sur quelques principes. Alors après, il y a eu l'époque du taoïsme triomphant, là, quand même un très grand nombre d'années, hein, de 618 à 1368 de notre ère. Parce que ça a été soutenu par l'empereur Li Wang, qui est de la dynastie des Tang, qui donc a soutenu cette religion, on a fait une religion d'État, hein, et donc du coup, il y a une diffusion, une institutionnalisation des mouvements qui étaient préexistants. À tel point qu'à cette époque, ça s'est même diffusé au-delà des frontières de la Chine, qui sont déjà grandes, hein, mais jusqu'en Corée et au Japon, et ça a été après de nouveau soutenu par les dynasties Song à partir de 960 et Ming qui ont succédé à la dynastie Tang. Et donc il y a eu notamment à partir de là, de 960, de nombreuses innovations doctrinales et notamment la notion d'alchimie interne, hein, plutôt que l'alchimie externe dont on parlait tout à l'heure, où il visait la transcendance en buvant du plomb ou des choses comme ça, ou du mercure, qui n'est pas forcément gage de longue vie. Hein. C'est plutôt le contraire. Et donc là, l'alchimie interne, et bien là, on va avoir retrouvé tout justement ce qu'on parle souvent avec le Qi, mais alchimie interne, c'est, vous savez, c'est les méridiens, vous avez peut-être entendu parler, les points d'acupuncture et toutes ces choses-là, qui sont l'alchimie interne, en définitive, et une traduction du principe vital
mais qui, pareil, que l'on ne retrouve pas dans les écrits originaux de Lao Tzu ou de Maître Chuang. Hein. Ça, c'est vraiment des choses qui ont été inventées après, qu'on a incorporé en fait le principe vital sous cette forme de méridien et de points d'acupuncture et de choses comme ça. Mais dans la théorie, enfin dans la philosophie initiale, le principe vital, c'est vraiment le principe de négantropie dont je parlais tout à l'heure. On va voir que c'est vraiment en accord avec ça et pas du tout avec ces choses qui ont été rajoutées après, en définitive. Donc ça, c'est assez intéressant de le savoir, je pense, quand même, justement, pour faire la part des choses. Et puis, alors, il y a eu un autre mouvement, le mouvement de la perfection totale, où là, on a une apparition même d'un clergé, avec des moines, des nonnes, etc. Donc là, on est vraiment dans une religion, au sens strict du terme, avec des habillements spécifiques, etc. Suit une période là où on est toujours dans le taoïsme, mais là il est plus supervisé, c'est déjà moins dans la religion d'État, hein, donc c'est la dynastie des Ming. Il y a un soutien, mais c'est déjà moins religion d'État, on peut dire, pour le dire vite. Et là, on assiste à un mélange justement de doctrines avec le confucianisme et le bouddhisme. Donc avec un mélange spirituel un peu syncrétique, comme on dirait. Hein. On emprunte un petit peu à chacune des doctrines, des éléments, et puis on en fait un genre de bouillie. Vient la dynastie des Qing, 1644-1912. Et là, on n'est plus soutenu du tout par l'Empire, qui choisit le confucianisme comme religion d'État. Et donc, du coup, le taoïsme revient plutôt vers le soin, vers l'individu, quelque part, et justement sur l'alchimie interne, et surtout pour les femmes, en définitive. Donc, là, comme je parlais tout à l'heure, cette énergie vitale, les méridiens, etc. etc. Et une modernisation, et là on arrive à 1912, hein, donc au XXe siècle, hein. Et donc là on a il y a eu des défaites, il y a eu des batailles, il y a eu la guerre de l'opium, enfin il y a eu même plusieurs guerres de l'opium avec l'Angleterre, où la Chine a perdu, et donc ils se remettent en cause en disant bah, nos croyances ancestrales, c'est elles qui nous ont fait perdre. Et donc là, pour le coup, le taoïsme a été vraiment très remis en cause, puisqu'on voit bien parfois les limites du non-agir quand vous êtes attaqué par les canonnières anglaises, bah, évidemment que c'est pas le non-agir qui va vous permettre de beaucoup résister. Hein. Donc là, on avait vraiment été dans une période difficile. Et là, c'est pareil, c'est une lecture, je dirais, partielle, et justement qu'on essaye d'actualiser dans le Tao spirituel. Il y a l'esprit du non-agir, mais quand on sait, enfin, il faut bien comprendre dans quel esprit et à qui était destiné. Quand j'ai dit tout à l'heure que c'était destiné aux maîtres et aux dirigeants, voilà, c'est quelque chose qui est destiné aux maîtres et aux dirigeants, le Tao tel qu'il a été rédigé initialement dans les principes philosophiques. C'est important de l'avoir en mémoire, toujours, quelle était la destination de ces écrits au départ, qui peut expliquer pourquoi il force le trait sur le non-agir. Hein. On y reviendra. Et puis bon, on arrive à l'époque moderne et au maoïsme, où là, il y a la rationalité et le matérialisme qui font loi, je dirais. Et là, on a des actes très clairs contre les religions et toutes les superstitions anciennes. Bon, on voit qu'il y en avait quand même un paquet qui était les médecines traditionnelles, notamment, qui ne marchaient pas par rapport aux médecines, à l'hygiène, etc. Au vaccin, là, je vais me faire tuer si je parle des vaccins aujourd'hui, etc. Enfin bon, voilà, il y a quand même des choses qui sont de la médecine traditionnelle, moderne, qui rendent obsolètes, au moins en partie, les médecines traditionnelles. Alors, il reste malgré tout à Taïwan de nombreuses tendances taoïstes qui survivent à Taïwan. Et à partir de 1980, quand même, il y a une latitude qui a été plus laissée après la révolution culturelle et qui a été laissée à tout ce qui vient du Tao et du mouvement taoïste, mais plus en insistant vraiment sur l'aspect philosophique que religieux.
justement, hein, parce ils ont bien vu que l'aspect religieux, bon, ça partait un peu dans tous les sens et que c'était pas très très pertinent. Par contre, la philosophie, le cœur de la philosophie, il est plus mis en avant, et c'est ce qui se passe de nos jours en Chine. Alors, si on voulait se projeter maintenant dans l'avenir, j'ai envie de citer Joseph Needham, qui est donc un historien des sciences chinoises, qui disait en 1956 « Après tout, les taoïstes avaient tant à apprendre au monde, et, même si le taoïsme en tant que religion organisée est mort ou en train de mourir, peut-être le futur appartiendra-t-il à leur philosophie ?» Eh bien, c'est très exactement ce que nous proposons de faire, parce qu'on va s'apercevoir qu'il y a une pépite au cœur de cette philosophie, et que toutes ces péripéties de religion et toutes ces dérives, je dirais, qui sont sans rapport avec la philosophie originelle, ou très éloignées en tout cas, sont intéressantes. Alors, toute cette historique, je le tire d'une source, le taoïsme perdu puis retrouvé de James Robson, un article de 2016, dont je mettrai le lien tout à la fin, qui lui ne partage pas cette opinion. Hein. Pour le coup, lui, il dit on ne peut pas dissocier, mais il faut voir d'où il parle aussi. Hein. C'est des écrits, il est dans une optique lui aussi religieuse, je dirais, et il refuse justement de séparer la religion de la philosophie. Ce que moi je fais très clairement, et ce que beaucoup d'autres occidentaux ont fait, et les maoïstes eux-mêmes, et je dirais les dirigeants chinois actuels eux-mêmes le font. Ils séparent très clairement la philosophie taoïste des religions taoïstes et de toutes ces variations que je qualifie clairement d'erratiques. Donc lui, il se refuse à le faire, mais bon, son article, c'est quand même un connaisseur, donc je me suis appuyé sur lui, notamment pour cette courte histoire, sur ses travaux. Je vous engage à lire son article, qui est relativement court, il est quand même assez intéressant. Alors, quels sont justement ces principes philosophiques? On va essayer en si peu de temps de voir quelles sont les principales choses. Déjà, qu'est-ce que c'est que le Tao? Et donc, on va essayer d'en trouver une définition, entre guillemets, justement, dans le Tao Te Ching, numéro 25, qu'on a déjà cité tout à l'heure. Il y avait quelque chose de sans forme et de parfait avant que l'univers soit né. Quelque chose de sans forme et de parfait. Donc, vraiment, on ne voit pas ce que c'est. Voilà. Serein, vide, solitaire, immuable, infini, éternellement présent. C'est la mère de l'univers. Donc, on a quelque chose, là, de sans forme, de parfait, de vide, de serein, de solitaire, d'immuable, d'infini, d'éternellement présent. On ne dit pas que c'est Dieu, hein, c'est pas Dieu, c'est quelque chose, un principe, un modèle, voilà. Mais c'est la mère de l'univers. C'est ça qui a donné naissance à l'univers. À défaut d'un meilleur nom, donc c'est vraiment, voilà, hein, il dit même l'innommable, je l'appelle le Tao, c'est-à-dire la voix. La voix, c'est-à-dire et on va voir pourquoi on traduit par la voix, en fait, mais justement parce que c'est pas Dieu. Enfin, la voix, vous voyez bien que c'est pas du tout la même chose que si on dit Dieu, ou que si on dit Zeus, ou Allah, ou je ne sais quoi. C'est vraiment, la voix, c'est autre chose, c'est pas de même nature, on le comprend tout à fait. Mais déjà, même ce nom-là, c'est déjà à défaut de meilleur nom. Et donc, un peu plus loin, justement, on dit, parce que le Tao, il s'écoule à travers toute chose, au-dedans et au-dehors, et revient à l'origine de toute chose. Donc là, si on voit ça, il s'écoule au travers toute chose, il est à la fois dedans et dehors, et revient à l'origine. C'est-à-dire, on a une idée de cycle, on a une idée qu'en fait, c'est ce qui a fait ce qu'on appelle le cosmos. Nous faisons partie de ce cosmos, hein. C'est notre monde, nous sommes... Et ce principe de Tao, c'est un principe universel,
eh bien, il a tout créé. S'il a créé l'univers, il a créé absolument tout. Donc, il est dans tout. Et il s'exprime de tout, dans tout, tout le temps. Voilà, en fait, ce que c'est. C'est pour ça que c'est innommable, parce que, quelque part, c'est clairement en dehors de ce monde. C'est métaphysique, c'est-à-dire qu'on est en dehors de la physique, c'est-à-dire de la physique qui s'exprime dans notre univers, dans ce monde. C'est quelque chose, un principe qui est en dehors de ce monde, mais qui a, comme il l'a créé, notre univers, il s'exprime fatalement dans tout ce qui existe dans cet univers. Hein. En dedans et en dehors mais pas en dehors de l'univers, parce qu'il n'y a rien en dehors de l'univers, hormis ce Tao qui est inconnaissable, et c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment le nommer, puisque, enfin, on ne peut pas trop le donner. Et donc, du coup, si on voit ça, comme il s'écoule aussi au travers de toute chose, eh bien, ça veut dire que, puisqu'on en est une émanation, on peut être en accord ou pas en accord. C'est pour ça que c'est ce sens de voie. Est-ce qu'on se coule dans cette voie, dans cet écoulement, dans cet univers tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il se déroule au travers du temps, ou est-ce qu'au contraire, on fait barrage, on n'est pas en accord avec le Tao? C'est pour ça qu'on appelle ça la voie, c'est-à-dire c'est la voie vers laquelle, si on veut être en accord avec le cosmos et l'univers, on doit être. Hein. Pour donner un exemple très simple, quand on coule des dalles de béton pour empêcher l'herbe de pousser, eh bien clairement, on s'oppose on s'oppose à ce que la vie se déroule normalement. Hein, puisqu'on va tuer de l'herbe, on va tuer des bêtes, etc., des petites bêtes, des grosses bêtes. Et puis nous-mêmes, on ne peut pas faire pousser de plantes pour se nourrir sur du béton. Hein. Il y a eu des expériences qui ont été faites. Hein. Dans les vignobles, ça a été fait. On a essayé de faire pousser de la vigne sur du béton, et ça n'a jamais marché. Hein. Donc voilà. C'est pour ça que, oui, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, c'est ça ce que ça veut dire, dans le sens de la voie, c'est pour ça que ça s'appelle la voie, la traduction la plus, et le Tao c'est certainement qu'autre chose. Hein. Mais on comprend bien que quand on dit ça, on est encore très loin de ce qu'est ce principe qui est en dehors de notre perception. Hein. Voilà. Alors, par exemple, si on reprend là dans les œuvres de Maître Chuang, ce qu'il dit lui, et quelle définition il donne du Tao, lui, il en donne cette définition-là. Au commencement, alors c'est de nouveau interrompu la connexion vidéo, c'est agaçant ça. Qu'est-ce qui se passe encore? On n'a plus rien encore. Pourtant, normalement... On est encore très loin de ce que... Ah voilà. Ça remarche, visiblement. J'espère qu'on ne sera pas coupé trop. Enfin, c'était très agaçant. Je suis désolé vraiment de ces interruptions. Pourtant, j'ai essayé justement de mettre quelque chose qui n'empêchait d'avoir des interruptions, mais on ne peut pas dire que ça soit très réussi. Excusez-moi encore. Donc, je vais citer les œuvres de Maître Chuang. Qu'est-ce qu'il dit? Au commencement est le néant. Avec le néant, pas de nom. Voilà, lui il dit, et il donne même pas de nom, il dit pas, enfin il le cite le Tao par ailleurs, mais dans cette partie-là, en tout cas, même pas de nom, on peut même pas le nommer puisque c'est en dehors de notre monde. Quoi. De là surgit le un. Le un, c'est l'univers. Un, univers. Avec le un, pas de forme. C'est le Big Bang, hein, c'est-à-dire au départ une soupe primitive qui part. Les êtres lui doivent leur existence, évidemment. Si nous sommes là, nous faisons partie de cet univers. C'est ce qu'on appelle la puissance créatrice ou vertu. Bon, voilà. Là, je trouve ce terme de puissance créatrice, c'est sans doute le meilleur vocable pour exprimer ce que j'ai appelé le ki, la négantropie, ce que certains vont appeler le conatus, le vouloir vivre, etc., etc. Puissance créatrice, je pense que c'est bien, ou vertu. Bon, voilà, c'est les mots de l'époque aussi. Hein. Lorsque l'informe se divise, sans qu'il y ait encore séparation, c'est ce qu'on appelle la vie. Donc, on se divise, hein, c'est-à-dire qu'au départ, on est un, puis après, il va y avoir une expansion, justement, mais il va y avoir structuration aussi à l'intérieur. Hein.
Donc, ces structurations, une de ces structurations, c'est la vie. Les êtres naissent du flux de l'activité. Ils se constituent suivant un ordre qui leur est inhérent, formant ce qu'on appelle le corps. Donc on obéit à un ordre qui nous est inhérent, hein, duquel on pourrait, et là il y a un écho très clair avec les besoins du corps et de l'âme, puisqu'ils nous sont inhérents, et les êtres, nos besoins du corps sont différents des besoins du corps d'autres êtres. Du chat, c'est évident, mais de la bactérie, c'est encore plus évident. Et ça, on voit bien que cette définition, elle s'applique à tous les types de corps, même si c'est pas sexué. C'est même pas encore forcément divisé. Là. Le corps abrite l'esprit. Corps et esprit obéissent à des principes propres dictés par la nature innée. Et là, on retrouve complètement Simone Weil, et donc ces principes intemporels, universels, ces besoins du corps et de l'âme, tels qu'elle les a exprimés, mais qui sont ces principes qui nous sont innés, qui sont intemporels et complètement transversaux à toute civilisation et à tout temps. Là, c'est tout à fait intéressant de voir ça, comme ces choses, justement, quand ça ressurgit, c'est ce que j'explique dans le Tao spirituel, quand ça ressurgit comme ça, de façon exprimée différemment, évidemment, mais aussi récurrente au travers des siècles, ça a été écrit 600 ans avant notre ère, quand même, hein, et que quelqu'un en 1942 écrit des choses qui sont complètement similaires, c'est-à-dire qu'il y a une vérité profonde qui émane de ça. C'est que si on redécouvre plusieurs fois la même chose, ça a quand même des chances d'être juste quand même. Continuons. Alors un autre principe philosophique très important, fondamental dans le Tao, c'est le non-agir. Hein. Je rappelle que c'était destiné aux maîtres et surtout destiné aux maîtres et aux dirigeants. Hein. D'ailleurs, c'est une illustration dans le Tao Te Ching numéro 3. Le maître dirige en vidant l'esprit des gens et en remplissant leur cœur. Donc, en étant le plus proche possible de ce qu'ils sont fondamentalement, en fait. Hein, en laissant parler leur cœur plutôt que leur esprit. En affaiblissant leur ambition et en renforçant leur courage. Il aide chacun à perdre tout ce qu'il sait, tout ce qu'il désire, et crée la confusion chez ceux qui pensaient savoir. Alors, c'est presque un écho à Socrate qui, dans ses discours, justement, semait la confusion chez les sophistes et chez ces gens-là, justement, en disant, ces gens qui disaient détenir le savoir, non. Le savoir, la connaissance, elle évolue en permanence. Dire le savoir, quand on sait, on ne sait rien. Donc, quand on dit qu'on sait, c'est qu'on a cessé de chercher et qu'on a cessé d'être humble par rapport à notre ignorance de la nature, de l'univers et du fonctionnement des choses. Donc, il aide chacun à perdre tout ce qu'il sait, tout ce qu'il désire. Dans notre société de consommation, dans notre société du désir, comme disait Michel Foucault, c'est tout à fait un antidote pertinent. Et crée la confusion chez ceux qui pensent savoir. Pratique le non-agir et chaque chose prendra sa place. Voilà. Je pense que ça, c'est vraiment la chose essentielle. Cette phrase, elle est vraiment importante. Les autres sont importantes aussi, mais c'est là. Parce que si on laisse les choses suivre leur cours, eh bien chaque chose va se mettre en place. Et ce que va apporter le Tao spirituel, c'est de dire, voilà, il faut mettre les choses, créer le théâtre, et laisser jouer la pièce, mettre en place le décor, et laisser jouer après les acteurs, écrire la partition,
et laissez jouer après la musique, et chaque chose prendra sa place. Voilà ce que dire, c'est ça le non-agir. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. On fait son travail, on le fait jusqu'à ce qu'il soit fait, hein, mais après, il faut laisser les joueurs jouer. Ça veut dire, quand on s'adresse aux puissants, à l'empereur, au roi, c'est-à-dire, laissez le peuple tranquille, n'essayez pas sans arrêt de lui mettre des lois, des impôts, des choses comme ça sur la tête. Laissez le peuple, il saura mieux se gérer lui-même que si vous essayez sans cesse d'intervenir. C'est ça le sens. Si on le recontextualise à l'époque, c'est le sens profond de ce que ça veut dire. Donc, c'est important de le recontextualiser aussi, même si c'est tout à fait d'actualité. Laisse tomber la sagesse et la sainteté, et les gens seront 100 fois plus heureux. Donc n'essayez pas de donner des prescriptions comme celle de la sainteté. On voit bien à quoi on peut faire référence dans les religions monothéistes actuelles. Hein. Laissez tomber cette sagesse et cette sainteté. Les gens seront beaucoup plus heureux si vous les laissez tranquilles. C'est ça que ça veut dire. Laisse tomber la moralité, pas l'éthique, hein, la moralité et la justice. Et les gens feront ce qui est juste. Ça me fait écho au mercredi de l'espoir que j'avais consacré au pouvoir du peuple, justement. Ça, c'est complètement en accord avec ça. Je vous invite à regarder. Pourtant, ça a l'air complètement très, très différent. Mais justement, il faut que les gens, ils interviennent dans la justice. Mais justement, il faut que ce soit les citoyens qui interviennent dans la justice. Et vous verrez que la justice, elle sera rendue. Elle sera rendue de façon beaucoup plus pertinente. Et beaucoup plus humaine. Laisse tomber l'industrie et le profit, et il n'y aura pas de valeur. Alors, le vide, hein, qui est un petit peu un corollaire du non-agir, nous joignons les rayons pour faire une roue. Mais le vide du moyeu, mais c'est le vide du moyeu qui permet au moyeu d'avancer, au chariot d'avancer. Alors, d'autres aspects, il y a la complémentarité, notamment cette question de yin et de yang, hein, d'action et de non-agir, de caractère du ciel et de la terre, des hommes et des femmes, du puissant et du faible, etc. etc. C'est ça, mais c'est une complémentarité qui forme la vie, justement, qui est issue, justement, du principe vital. Donc, voici quelques illustrations, quelques maximes, justement, qui en découlent. Si tu veux être entier, laisse-toi être partiel. Tu ne peux pas être tout. Donc, tu ne peux pas tout savoir. Par exemple, si on prend dans le domaine du savoir, tu ne peux pas savoir tout, connaître tout dans tous les domaines. C'est pas possible. Donc, si tu veux te déployer, avec les autres, socialement notamment, eh bien, laisse-toi être partiel, accepte d'être partiel. Tu ne pourras jamais être entier de toute façon. Et comme ça, avec les autres, tu pourras être entier, justement. Si tu veux être droit, laisse-toi être tordu. Pareil, dans le domaine de connaissance, tu ne pourras pas tout connaître, tu ne pourras pas exceller dans tous les domaines. Il y a des domaines où tu seras plus faible, où tu seras moins fort, moins performant. Eh bien, c'est normal. Mais, au global, peut-être qu'on arrivera justement à essayer de vouloir être trop droit. Eh bien, on n'arrive pas à son but. Si tu veux être plein, laisse-toi être vide. C'est-à-dire, reste ouvert à ce qui peut arriver, justement, à ce qui forme la vie, et ne pas essayer de te remplir, justement, de certitudes. Laisse-toi, justement, essaye de t'ouvrir, de laisser la place pour accueillir des choses, justement, que tu n'aurais pas accueillies si tu étais plein. Si tu veux renaître, laisse-toi mourir. Ça, c'est tout à fait essentiel, puisque ça, c'est vraiment le cycle de la vie et la mort. C'est normal de mourir pour pouvoir renaître, justement.
renaître par ses enfants, par ses petits-enfants, par ses apports philosophiques, puisque Lao Tse, quand on le relit là en ce moment, bah, on le fait renaître, on le fait revivre aussi. Mais pour qu'on le fasse renaître, il faut qu'il soit mort. Ça fait partie du cycle, justement, des cycles de la vie. Si tu veux que tout te soit offert, renonce à tout ce que tu as. Alors, pareil sur la complémentarité, Tao Te Ching 28, connais le viril, mais tiens-t'en au féminin. Accueille le monde à bras ouverts. Connais le blanc, mais tiens-t'en au noir. Sois un modèle pour tout le monde. Connais le personnel, mais tiens-toi à l'impersonnel. Accepte le monde tel qu'il est. Là encore, on a un écho à Simone Weil. L'impersonnel, justement, dans ses besoins du corps et de l'âme, c'est vraiment ce qui est impersonnel qui est visé, ce qui est universel, ce qui est commun à tous les hommes, ce qui n'est pas personnel à chaque individu. Et là, c'est accepter l'homme, le monde tel qu'il est. Là, pas simplement, mais... C'est-à-dire, n'essaye pas de faire un homme nouveau. Prends les hommes tels qu'ils sont, le monde tel qu'il est. N'essaye pas de le transformer, mais prends ses besoins du corps et de l'âme, et avec cette matière, essaye de façon... C'est ça le vrai réalisme. Essaye de faire ce que tu peux, peut-être une nouvelle société plus harmonieuse, plus élaborée. Ça sera en se déroulant que ça se jouera. Hein. Peut-être essayons simplement de poser les choses et laissons justement le jeu des acteurs se dérouler. Posons le théâtre, posons le décor, posons la pièce, mais laissons après les acteurs jouer. Eh bien, c'est peut-être simplement ça que nous devons faire. Et je pense que dans ces maximes, en tout cas, moi, c'est ce que j'en retire comme leçon et comme guide. Alors, quelques autres principes, pêle-mêle, parce que là, je peux pas tout dire. Enfin, après, voilà, rien ne remplace la lecture de ce petit livre, hein, qui est tout à fait exemplaire. Donc, quelques autres principes. Être en accord avec la nature, avec sa nature. Donc, éviter, être au plus près de la nature et éviter, dès que c'est possible, tout ce qui est artifice, tout ce qui est artificiel. L'humilité. Ça va avec le non-agir, etc., hein, bien sûr. Se connaître soi-même. Donc là, on va retrouver des choses socratiques, hein, de la philosophie grecque, hein, c'est clair. Un certain fatalisme aussi, et là on retrouve plutôt les stoïcistes, quelque part, c'est assez amusant. Mais effectivement, de dire, de toute façon, voilà, il arrive ce qu'il arrive, tu fais ce que tu peux dans ce monde, mais il arrivera ce que tu peux, ce qu'il arrivera de toute façon. Hein. Ça ne sert à rien de te martyriser, de toute façon, tu ne changeras pas, enfin tu pourras peut-être le faire changer, mais peut-être. Ce que tu peux faire, c'est montrer l'exemple, ça c'est important. Faire son œuvre, voilà, si tu penses que tu as une œuvre à faire, un travail à faire, ben fais ton travail, et reste-en là. Ne va pas au-delà. N'essaye pas de forcer les choses, n'essaye pas d'aller au-delà et de ce qui est possible, de ce qui est réaliste, de ce qui est faisable. Fais ton œuvre, fixe-toi une œuvre et fais ton travail, et ce sera déjà très bien. Ne rien attendre, ni résultat, donc, ni des autres, sinon tu ne seras jamais satisfait, hein, c'est assez clair. Et s'ouvrir à la connaissance, donc à toujours plus de connaissances, mais pas au savoir. C'est-à-dire de dire, ça y est, j'ai un point final, je sais ça. Hein. Alors, en résumé, le Tao, c'est quoi? C'est d'abord une philosophie avant toute chose. Le taoïsme, ce sont des religions qui ont une longue... Enfin, c'est une religion, enfin des religions, c'est tellement divers, qui ont une longue histoire, avec très nombreuses tendances, qui pour moi sont pas en accord avec justement le Tao et le Tao Te Ching, puisqu'il est opposé dans les religions. Justement, c'est quand la société commence à être
à fonctionner mal, qu'on a besoin des religions, qu'on a besoin de la charité, qu'on a besoin de la bonté, de ce genre de choses. Toutes ces choses qui devraient être naturelles, tout simplement naturelles. Hein. Si vous lisez d'ailleurs le Tao spirituel, vous verrez que la conclusion, enfin, sur la partie magie, justement, on parle de ça, et qu'en fait, le but ultime, c'est de ne plus en avoir besoin. Mais bon, je vous laisse le lire. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà, laisse tomber la religion, et les gens deviennent sereins. Donc là, c'est clair et net, quoi. C'est même pas une métaphore, c'est même pas une interprétation. C'est écrit très clairement dans le Tao Te Ching. Je laisse tomber la religion et les gens deviennent sereins. Socle, en même temps, c'est un socle évident pour une spiritualité, même s'il y a peut-être des éléments qui sont... D'ailleurs, s'il y a eu tant de courants taoïstes qui se sont créés autour de ça, c'est qu'il y avait une matière, et notamment cette explication de l'univers, qui est une des choses importantes à la base de beaucoup de spiritualité, c'est une explication de l'univers. On en donne une explication qui est externe et qui est, je dirais, assez solide, hein, on le voit bien. Donc avec des principes qui sont intemporels et des explications justement qui sont compatibles avec les connaissances actuelles, mais aussi avec bien de courants philosophiques qu'on a pu rencontrer, qu'on a pu voir. Hein, on a vu les échos avec Simone Weil, avec Michel Clouscar un petit peu, avec les philosophes grecs antiques. Voilà. On voit des échos, on voit quand même, tout ça consolide en définitive cette approche. Alors, quelques conseils de lecture avant de finir. Donc, il y a de très nombreux sites web, hein, je vous laisse faire vos recherches vous-même. Bon, je peux vous conseiller quelques liens, hein, voilà, pour juste bien Tao. Bon, là, c'est peut-être une introduction, une autre introduction plus facile également pour ce que je viens de dire. Je pense bien Tao, voilà, vous aurez aussi une... Je pense .org, pardon, vous aurez aussi une explication sur le Tao. Là, le Tao perdu puis retrouvé de James Robson, donc c'est justement le texte dont je parlais tout à l'heure, dont j'ai tiré l'historique, avec lequel je suis pas en plein accord. Alors, le livre indispensable, c'est le Tao Te Ching. C'est clair que ça, c'est un livre très, très court. Voilà. Il faut prendre le temps de le lire, comprendre ce qu'il veut dire, se mettre dans l'état d'esprit, mais ça se comprend, ça se lit et ça se comprend globalement très très bien. Alors après, on a évidemment les œuvres de Maître Chuang. Bon, là, c'est des histoires, ce sont des histoires. Bon, là, on est sur un bouquin beaucoup plus volumineux, mais ça se lit très très bien aussi. Hein. Il n'y a pas de termes savants, c'est très imagé. Ça complémente très à propos le Tao Te Ching. Et un autre conseil de lecture, là pour le coup un peu en décalage, qui n'est pas dans le Tao, mais qui est vraiment intéressant parce que pour moi, j'y vois un écho, j'y vois un certain nombre d'échos. C'est Lucrèce de la nature, des Rerum Natura, où, même si on est sur des philosophies très différentes, moi je trouve qu'il y a une résonance. Personnellement, je sens une forte résonance entre ces deux. Je suis de nouveau déconnecté. Ah non, c'est bon. Excusez-moi. Reconnexion réussie, voilà, donc ça a marché. Donc voilà, je vous conseille ces lectures. Alors, la semaine prochaine, eh bien, nous allons poursuivre cette visite autour du Tao spirituel. Donc, 3e épisode, où nous allons nous focaliser sur le Qi, justement sur cette énergie vitale, qui est effectivement, s'il y a quelque chose justement que je reproche, entre guillemets, ou que je verrais comme limite justement de ces principes philosophiques, c'est l'énergie vitale, elle est bien présente, mais comme je dis, ce sont des conseils pour les puissants, pour les rois, et donc le conseil que donnent les maîtres taoïques au roi, c'est d'essayer de ne pas trop intervenir. Est-ce que si on transpose ça à une doctrine, à une spiritualité plus générale, est-ce que
est-ce qu'on valorise suffisamment le qui, justement, c'est l'expression de cette énergie vitale? Je pense que là, pour le coup, on a peut-être un petit peu, justement, un déficit que je pense qu'il est nécessaire de combler. C'est justement les limites que je vois au taoïsme, mais nous aurons l'occasion d'en parler la semaine prochaine. Donc je rappelle les mini-cartes également. Donc là on a fini pour cette émission sur le Tao. Donc action, distribuer autour de vous les mini-cartes, réorienter la démocratie, échapper à la barbarie, pendant qu'il est encore temps. Voilà. J'en parlais dans la chronique des barbaries, mais c'est assez, il est vraiment plus que temps, enfin ça fait plusieurs mois, plusieurs semaines que je dis qu'il faut absolument que les Français se mobilisent pendant qu'il est encore temps. Mais là, il y a encore quelques mois, mais ça va bientôt être plus que quelques semaines. Donc on peut reprendre espoir, oui, mais il faut vraiment se bouger pour de vrai. Pour de vrai, pas simplement arrêter d'être un spectateur. Et justement, ça sera le sujet de la chronique des barbaries. On verra bien, mais c'est tout vu. C'est tout vu. Si on se laisse endormir, c'est tout vu. C'est la barbarie, c'est clair. On en a déjà plein de symptômes. Vous croyez que vous allez vous planquer et tout ça, mais non, ça marche pas. Vous avez vu ce qui est arrivé à Bernard Tapie? C'est ça la barbarie. Vous avez envie de ça? C'est maintenant qu'il faut se bouger. Plus on plonge, pire ça sera. Donc oui, on peut reprendre espoir. Nous, on trace un espoir. Rejoignez l'initiative, inscrivez-vous sur le site, commandez les manifestes émergents, diffusez les mini-cartes. Voilà. On peut encore le faire. Mais bien évidemment, plus le temps passe, plus ça va être difficile et plus ça sera incertain. On en reparle vendredi. Allez, bonne soirée. À vendredi et à mercredi prochain. Au revoir.